Dans ce chapitre intitulé « Les vaisseaux du cou », nous allons tout particulièrement insister sur l'ensemble formé par les artères carotides communes et les veines jugulaires internes. Sur ce schéma qui est une face ventrale de la région cervicale, où nous avons insisté sur les structures musculaires du cou, nous allons faire apparaître les vaisseaux principaux du cou, c'est-à-dire l'axe jugulo-carotidien, l'ensemble de l'artère carotide commune et de ses branches, et de la veine jugulaire interne. Voici la position du muscle sternocléidomastoïdien, ici le côté droit, le muscle omoyoïdien, le muscle sternocléido-yoïdien et le muscle sternothyroïdien. Au-dessus du cartilage thyroïde, le muscle thyroïdien. En pointillé, en dessous de ce plan musculaire, on devine la silhouette de la glande thyroïde et du larynx. Voici maintenant sur la partie droite du schéma un ensemble en pointillé qui représente la position de la gaine vasculaire du cou. C'est dans cette gaine que nous allons trouver l'ensemble des vaisseaux, artères carotides communes et veines jugulaires internes. Vous voyez que cette gaine vasculaire est en grande partie protégée par le corps musculaire du sternocléidomastoïdien. Sur cette vue latérale droite de la région cervicale et du crâne, nous représentons de nouveau la position de l'axe vasculaire que nous allons étudier, ici en rouge la position de l'artère carotide commune, qui est protégée encore une fois par la trajectoire du muscle sternocléidomastoïdien, et l'ensemble de cette surface en vert pâle représente la couverture du fascia cervical superficiel. Nous n'insisterons pas sur l'extrémité supérieure de cette région, c'est-à-dire sur l'anatomie du canal carotidien, qui sera la terminaison de la trajectoire de l'artère carotide interne, et sur le foramen jugulaire, d'où apparaîtra la veine jugulaire interne. Voici sur une vue de face de la région cervico-médiastinale l'ensemble des gros vaisseaux du cou et du médiastin. Voici tout d'abord au premier plan les veines systémiques, ici la veine jugulaire interne droite et la veine subclavière droite qui convergent pour former le tronc veineux brachiocéphalique droit. À gauche, la veine jugulaire interne gauche rejoint la veine subclavière gauche pour former le tronc veineux brachiocéphalique gauche. Le tronc veineux brachiocéphalique droit est une veine presque verticale, très courte, alors que le tronc veineux brachiocéphalique gauche est une veine presque horizontale et très longue puisqu'elle va traverser toute la partie supérieure du médiastin pour rejoindre son homologue droite. Ces deux troncs veineux forment la veine cave supérieure. En arrière du plan veineux, on retrouve le plan artériel, et ici la première des branches de l'aorte, c'est le tronc artériel brachiocéphalique. Ce tronc se divise en artère subclavière droite et artère carotide commune droite. À gauche, la deuxième branche de l'aorte est l'artère carotide commune gauche, puis en arrière, l'artère subclavière gauche. Nous rajoutons maintenant à ces vaisseaux la position des nerfs vagues et de leurs branches. Ici, le nerf vague droit. Le nerf vague droit apparaît sur toute la hauteur du schéma. Au niveau de la région cervicale, il apparaît en pointillé car il est masqué par la veine jugulaire interne. Il est même compris entre la veine jugulaire interne et l'artère carotide commune. Au niveau où le nerf vague droit passe en avant de l'origine de l'artère subclavière droite, il laisse partir en arrière sa branche laryngée inférieure droite. Ce nerf laryngé inférieur droit va rejoindre l'angle cricothyroïdien droit.
À gauche, nous retrouvons le nerf vague gauche, là aussi son trajet cervical étant pointillé entre veine jugulaire et artère carotide commune. On le retrouve coloré en jaune lorsqu'il vient au contact de l'arche aortique. Sous l'arche aortique, il donne sa branche récurrente qui est le nerf laryngé inférieur gauche. Ce nerf vient se placer contre la trachée et reste strictement vertical pendant toute son ascension dans le médiastin. Il se termine au niveau du cou, dans l'angle cricothyroïdien. On rajoute enfin l'anse cervicale qui apporte l'innervation motrice au muscle infrahyoïdien. Cette anse est plus ventrale que la veine jugulaire interne. Voici un gros plan sur la partie haute de la région cervicale afin d'insister sur la terminaison de l'artère carotide commune, que ce soit à gauche ou à droite. Cette artère carotide commune se divise à la partie haute du cou en artère carotide externe et artère carotide interne. Voici maintenant une vue latérale droite de la partie haute du cou en dessous du niveau de l'arc mandibulaire. Voici en rectangle rouge la position de cet agrandissement. Voici la mandibule, en dessous l'osioïde et ses deux cornes, petite et grande corne, et à gauche du schéma, la structure musculaire du muscle sterno-cléido-mastoïdien. Ce muscle est sectionné très rapidement pour faire apparaître les vaisseaux. À ce niveau, au niveau de la coupe, le muscle est attaché de façon très intime avec l'angle mandibulaire par une bandelette mandibulaire qui est une expansion fibreuse qui fixe le muscle et l'os. Dans un plan plus profond, immédiatement en dessous de la bandelette mandibulaire, on retrouve un muscle digastrique, un muscle avec un ventre très long en arrière dorsal, s'insérant sur la base du crâne, et un court ventre antérieur qui se termine à la face interne de l'arc mandibulaire. Au niveau de la portion étranglée du muscle digastrique, au niveau de sa portion tendineuse intermédiaire, le muscle est au niveau d'une poulie située juste au-dessus de la petite corne de l'osioïde. Après section du muscle sternocléidomastoïdien, apparaissent les vaisseaux principaux du cou, les vaisseaux jugulo-carotidiens. Au premier plan, la veine jugulaire interne droite, qui reçoit un très volumineux tronc veineux. C'est le tronc veineux thyro-lingo-facial. Ce tronc est formé par la convergence des veines thyroïdiennes supérieures, linguales et faciales. La convergence de cette veine dans la veine jugulaire interne droite masque en arrière la division de l'artère carotide commune en artère carotide externe et artère carotide interne. Attention aux appellations de ces artères carotides. L'artère est dite carotide interne car destinée à la circulation artérielle intracrânienne, interne au crâne. Mais sur une vue du cou, elle va se présenter en dehors de la carotide externe, qui, elle, sera destinée à vasculariser le cou, la face et le crâne. La première branche de l'artère carotide externe, juste après sa naissance, est l'artère thyroïdienne supérieure, que l'on retrouve ici jumelée avec les veines thyroïdiennes supérieures. La branche suivante est l'artère linguale.
accolée à la veine linguale, ici donc du côté droit, mais ces structures sont strictement symétriques pour le côté gauche. Entre le plan veineux et le plan artériel, ce trait noir épais symbolise la trajectoire du nerf hypoglosse, qui est le 12e nerf crânien, destiné à l'innervation motrice de la langue. Nous allons présenter ici l'ensemble des veines de surface de la région cervicale. Sur cette vue antérieure de la région cervicale, nous allons décomposer la vue en deux parties. La partie droite de la diapositive montre le muscle sternocléido-mastoïdien en place. Ce muscle recouvre le système vasculaire profond, c'est-à-dire la carotide commune, et la veine jugulaire interne. Du côté droit de l'individu, donc à gauche pour nous, le muscle sternocléido-mastoïdien est enlevé. Voici donc la veine jugulaire interne droite qui va se terminer dans le tronc veineux brachiocéphalique droit. On met en place maintenant un système de veines jugulaires externes. Ce sont des veines qui sont à la surface des muscles sternocléido-mastoïdiens, des veines qui ont un trajet descendant depuis la région de l'oreille, ou plus exactement de la glande parotide, qui ne sera pas étudiée dans ce cours, vers le tronc veineux brachiocéphalique, à gauche comme à droite. À ce circuit veineux superficiel latéral se rajoute une circulation antérieure. On parle de veines jugulaires antérieures, une à gauche et une à droite. Ce sont des veines beaucoup plus grêles que les veines jugulaires externes et bien sûr beaucoup plus grêles que les veines jugulaires internes. Ce sont des veines qui sont plus larges en bas qu'en haut du cou. Ces deux veines jugulaires antérieures sont parallèles l'une à l'autre, de chaque côté de la ligne blanche du cou. Elles sont anastomosées entre elles deux. Il y a en général une anastomose transversale gauche-droite tout en bas du cou et tout en haut du cou. Ces deux anastomoses sont représentées sur le schéma. Mais également, vous voyez que ces veines jugulaires antérieures sont toutes les deux anastomosées aux veines jugulaires externes de chaque côté. Cette dernière anastomose apparaît en pointillé à droite de la diapositive, tout simplement parce que cette anastomose passe en arrière du muscle sternocléido-mastoïdien. Voici maintenant une coupe transversale centrée sur le côté droit du cou, centrée tout particulièrement sur l'axe jugulo-carotidien. Ces vaisseaux sont inclus dans une gaine vasculaire hermétiquement fermée, qui comprend donc l'artère carotide commune, la veine jugulaire interne, et entre les deux, mais plus en arrière, le nerf vague. Cette disposition est tout à fait symétrique du côté gauche. Il existe en plus dans cette gaine de très nombreux nœuds lymphatiques jugulo-carotidiens. Il existe également dans l'épaisseur même de la gaine vasculaire les nerfs cardiaques qui suivent cette gaine et qui la suivent jusque dans le médiastin pour se répartir au-dessus du cœur. Ces nerfs cardiaques apportent une innervation sympathique et parasympathique au cœur. Parasympathique par des branches qui proviennent des nerfs vagues et sympathique par des anastomoses avec la chaîne sympathique cervicale. Voici sur ce schéma de face une présentation des grands axes vasculaires lymphatiques du cou avec les relais principaux. Le schéma est centré par la silhouette de la glande thyroïde en gris et autour on reconnaît les axes veineux des veines jugulaires et des veines subclavières.
Il existe au bord inférieur du muscle digastrique, à la partie haute de la région jugulo-carotidienne, un très volumineux confluent lymphatique. C'est le nœud sous-digastrique, qui est en fait un confluent pour toute la circulation lymphatique du crâne, de la face et du cou. En dessous de ce nœud digastrique, nous retrouvons l'ensemble des nœuds lymphatiques de la chaîne jugulo-carotidienne. Ces nœuds, nous l'avons vu, sont inclus dans la gaine vasculaire du cou, entre veine jugulaire et artère carotide commune, et autour de ces vaisseaux. Le long du nerf accessoire, 11e nerf crânien, il y a latéralement une chaîne lymphatique, dite chaîne accessoire, dirigée vers le bas et en dehors. Il existe à la partie basse du cou une chaîne cervicale transverse qui rejoint la partie basse de la chaîne jugulo-carotidienne et la terminaison de la chaîne accessoire. Cette chaîne cervicale transverse présente très peu de nœuds lymphatiques. Entre les circulations lymphatiques gauche et droite du cou, il existe beaucoup d'anastomoses qui forment des chaînes médiastinales transverses. Ces chaînes sont disposées en avant, en arrière, tout autour du tronc veineux brachiocéphalique gauche. L'ensemble de la circulation lymphatique du cou est une circulation descendante dans les axes jugulo-carotidiens, dans la chaîne accessoire et au niveau de la chaîne cervicale transverse. Tout le drainage de la lymphe se fait donc de haut en bas. Il existe, en plus de cette circulation lymphatique latérale, une circulation lymphatique centrale tout autour de la trachée et de l'œsophage et de la glande thyroïde. Cette circulation centrale suit la trajectoire des nerfs laryngés inférieurs. C'est là encore un drainage lymphatique descendant. Mais il y a de nombreux échanges lymphatiques entre la circulation centrale et latérale.